Donc, on va enchaîner. J'ai envoyé à votre camarade donc le cours intégral pour que vous ayez une trace écrite de ce qu'on a vu jusqu'à présent, de ce qu'on est supposé voir dans ce cours. Et donc, voilà, donc je vais continuer sur ma lancée euh, pour, euh, pour le reste du cours. Ok. Continue. Donc, hier, on s'est arrêté au niveau de l'étendue de l'audit. On a dit que la chose à laquelle il faut faire particulièrement attention, c'est de ne pas confondre la typologie d'audit avec l'étendue d'audit. C'est une erreur communément rencontrée, même chez les financiers, euh, enfin, à qui on enseigne l'audit. Donc, cette confusion entre les typologies, enfin, les types d'audit et l'étendue d'audit. Donc, on a dit que l'étendue d'audit, c'est en fait jusqu'à quel niveau je m'arrête au niveau d'une mission d'audit. Donc, l'étendue de l'audit, je peux avoir, par exemple, je peux me limiter à un audit de conformité dans le cadre d'un audit opérationnel, comme je peux, on a donné l'exemple du recrutement, comme je peux aller au-delà pour intégrer l'audit d'efficacité, aller encore au-delà pour faire l'audit des systèmes d'animation et donc du management, aller encore plus au-delà et donc parler de l'audit plutôt et faire revoir un petit peu les choix stratégiques de l'entreprise en la matière. Là, donc, on va enchaîner avec les normes et les responsabilités de l'auditeur rapidement. Ce sont des choses que je vais, on va dire, pas survoler, mais bon, sur lesquelles je vais passer quand même un peu plus rapidement parce que c'est des choses que, on va dire, c'est pas que des basics, c'est en fait on va dire, des, des, des choses extrêmement élémentaires donc on ne va pas trop s'appesantir dessus. Alors, donc je vais partager mon écran et donc pour aller voir votre point de chute au niveau des normes et responsabilités. Alors, sachez une chose, c'est que le métier d'audit est un métier qui est extrêmement normalisé, extrêmement régi par des normes, parce que, par des référentiels et par des principes aussi. Pourquoi? Parce que l'auditeur, en fait, est le garant d'un certain nombre de choses. En fait, la vie des gens, le futur de certaines personnes peut dépendre d'un rapport d'audit. Je m'explique. Lorsque j'avais évoqué le cas d'Enron, le grand groupe américain qui a, dans la faillite, a créé, a changé la face du monde, a changé la manière de pratiquer un certain nombre de professions, telles que celles relatives à l'analyse financière, à l'audit, etc., mais au journalisme d'enquête, etc. Mais pas que cela. Et là, en fait, le scandale d'Enron, il a façonné également le contenu de l'enseignement dans les grandes business schools et les grandes universités mondiales. C'est-à-dire, en fait, le cas d'Enron a mis en avant particulièrement la complaisance, dont, la complaisance qui est apparue dans les travaux, enfin dans le compte-rendu, dans le rapport ou les rapports d'un grand cabinet qui est celui d'Arthur Anderson et qui est censé être par rapport à son opinion, ce cabinet avait été complaisant envers ce grand groupe qui faisait la pluie et le beau temps aux États-Unis, puisqu'il intervenait même dans le financement des campagnes présidentielles, hein. Et donc, il contribuait beaucoup à faire élire des présidents qui allaient sauvegarder ses intérêts économiques. Donc, le scandale d'Enron
comme je viens de le dire, il a changé la face, changé beaucoup de choses hein, dans la manière de pratiquer l'audit notamment. Et puis, comme je viens de le dire, dans le contenu de l'enseignement aussi, puisque les problèmes éthiques qui avaient été notés tout au long disons, ce scandale, on a commencé à se dire, mais qui sont ces gens qui ont mouillé dans autant de scandales éthiques, autant de manquements à la loi? Ben, ce sont des gens qui étaient sur les bancs des grandes écoles. C'était des gens qui étaient à Stanford, qui étaient à Yale, qui étaient à HEC Montréal, etc. Et ces gens-là, en fait, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment, on leur a pas appris suffisamment ce que c'est que l'éthique des affaires. Et en fait, après que le scandale d'Enron, il y a eu une nouvelle matière qui est apparue dans les enseignements dans les grandes écoles et les business schools et les universités bien rankées, c'est la matière d'éthique des affaires, la matière de l'éthique, quelque chose qui s'appelle éthique en management, etc. Ça n'existait pas dans les enseignements dans les grandes écoles, ça existait dans des cours de philosophie, mais pas dans des matières disons, dans le corpus essentiel du management, l'enseignement au management. Donc, voyez voir comment, en fait, euh, c'est un métier normalisé. Pourquoi il est normalisé? Parce que la vie des gens, comme je l'ai dit, en dépend. Alors, je m'explique sur ce point-là en particulier. Pourquoi je dis la vie des gens peut en dépendre? En fait, le scandale d'Enron, il y avait, il y avait le scandale avait éclaté, entre autres, c'est un cas qui est problématique à, à plusieurs niveaux. Mais le niveau qui m'intéresse, pour mettre en relief, pour expliquer un petit peu ce que je viens de dire, c'est celui du décalage en matière d'information. Ben, c'est pas, oui, c'est l'utilité d'initié, mais c'est au-delà. Entre les petits porteurs, les actionnaires, les petits actionnaires et les grands actionnaires. Alors, les petits actionnaires, donc parmi les petits actionnaires, il y avait les salariés. Pourquoi? Parce que les grands groupes, en fait, ils ouvrent leur capital, une partie de leur capital à leurs salariés, à leurs employés. On appelle ça l'actionnariat salarié. Et, en fait, cet actionnariat salarié, euh, vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas dans une société où on a un libéralisme plutôt social. Vous êtes dans une société où si vous ne cotisez pas, vous n'allez pas avoir de retraite, tout simplement. Il y a des minima, enfin, il n'y a pas ou pas assez, ou vous pouvez difficilement y avoir accès, les minima sociaux. Et donc, du coup, si les salariés d'Enron se sont dit, nous, on ne va pas quand même aller acheter des actions de sociétés qu'on ne connaît pas, on va aller acheter, attendez une minute s'il vous plaît, on va aller acheter des actions de notre société dans laquelle on travaille et que nous connaissons bien. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, d'accepter les autres étudiants. Pardon, qu'est-ce que vous disiez? Madame, s'il vous plaît, d'accepter les autres étudiants. Est-ce que vous ne pouvez pas faire vous? Parce que moi, je ne vais pas me mettre à... Je le fais cette fois-ci et pas, je ne le fais pas à un autre moment. Hein, parce que ça me pousse à ressortir de... euh, non, non, c'est pas sérieux. Il faut qu'ils se pointent 10 minutes à l'avance. Certains de vos camarades étaient là 10 minutes à l'avance. Donc, non, franchement, c'est un quart d'heure maintenant, quand même. Bien. Donc, je disais que... oui. Alors, donc, ces petits porteurs d'action, ils voulaient, à un moment donné, ils voulaient vendre les actions parce qu'ils voyaient concrètement, c'est une entreprise dans laquelle, enfin, c'est un grand groupe dans lequel ils travaillaient. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Mais en fait, de l'autre côté, il y avait les rapports des auditeurs du cabinet Arthur Andersen qui étaient publiés. Ces rapports disaient que l'entreprise se portait bien. Et donc, en fait, ces rapports étaient complaisants
Parce que les salariés, concrètement, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Mais en même temps, ils hésitaient à vendre leurs actions parce qu'ils lisaient les rapports d'audit du commissariat aux comptes et ils voyaient que, enfin, tout pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Et donc, en fait, ils se sont commencés à dire, mais peut-être que nous, on fait fausse route, etc. Et du coup, quand le scandale a éclaté et que eux, ils voulaient se séparer de leurs actions, l'action ne valait même pas le prix d'un papier. Elle valait même pas $1. Alors qu'en fait, l'action au départ, elle valait quelque chose comme elle valait plus de $100, plus de 3. Enfin, elle était bien cotée. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur le cas d'Enron. Pour moi, le cas d'Enron, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école sur tous les plans, sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'audit, à tous les niveaux, et que c'est du must know que vous devez connaître en étant simplement curieux d'aller documenter ce cas. D'accord. Parce que si je commence à couvrir le cas d'Enron, ça va nous prendre au moins 10 séances. Je vous invite à aller vous documenter sur ce cas. Vous ne pouvez pas être diplômé en sciences de gestion sans connaître un peu ces cas d'école. Hein. Vous avez pratiquement 3-4 cas qui sont extrêmement intéressants à plusieurs niveaux, au niveau de la GRH, au niveau de la finance, au niveau de l'éthique, etc., qui sont absolument à documenter, à connaître pour votre culture générale. Alors, voyez pourquoi c'est important de parler de l'indépendance de l'auditeur. Pourquoi c'est important de normaliser cette profession. Pourquoi c'est important de bien encadrer, verrouiller la profession parce que tout ce qui est émis par un auditeur, notamment dans le cadre d'un audit légal, peut induire des conséquences dans la vie des autres, hein, dans les choix d'investissement des entreprises, dans les choix d'investissement des actionnaires, dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est important. Voilà pourquoi cette profession, elle est bien encadrée, elle est bien normalisée et elle est bien verrouillée, pourquoi on y trouve aussi beaucoup de référentiels et beaucoup de normes. Alors, les normes sont de plusieurs types. Première catégorie des normes, ce sont les normes qui s'appliquent à l'auditeur lui-même, c'est-à-dire cette personne qui va pratiquer l'audit, quelles sont les conditions qu'elle doit remplir. Les conditions qu'elle doit remplir, elle doit être compétente, cette personne-là. La compétence, elle peut se mesurer essentiellement, bien sûr, par les diplômes. Hein. Si vous avez aujourd'hui une expérience, mais vous n'avez pas de diplôme, sachez que vous pouvez, à partir de l'expérience, avoir le diplôme. C'est ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez me dire, est-ce que il y a des personnes qui sont compétentes, mais elles n'ont pas forcément des diplômes? Oui, si elles sont compétentes et qu'elles justifient d'une expérience, il suffit simplement d'aller dans une université qui fait les VAE ou dans des écoles qui font les VAE et de valider son dossier pour avoir donc cette équivalence de l'expérience transformée en diplôme. Ça s'appelle la validation des acquis d'expérience. Sachez qu'au Maroc, une expérience récente est en train d'être menée au Maroc au niveau de Casablanca, il y a, je crois, 1 an ou 2 de cela, que le CNAM français, a ouvert une antenne à Casablanca et qu'il fait ça. D'accord. Il y a aussi un projet Erasmus+, auquel personnellement, que j'ai découvert personnellement dans le cadre d'un échange, dans le cadre des projets Erasmus+, au mois de juin, je crois, juillet, je ne me rappelle plus exactement, c'était pour moi juillet, ça s'appelle AMEL, et c'est un projet qui parle en fait de la formation tout au long de la vie, et justement, il avec le CNAM sur cette question de VAE. Voilà, donc juste pour vous dire que la compétence, il n'y a pas d'autre moyen de les mesurer sinon à travers les diplômes et que les diplômes, il y a moyen aujourd'hui de les avoir sans passer par des cursus de formation classiques. Hein. Mon expérience peut me donner droit à un diplôme. Il suffit simplement que mon expérience soit bien parlante. L'indépendance, c'est extrêmement important.
Donc, en fait, ce que faisait tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous parle de la complaisance d'Arthur Andersen qui ne voulait pas perdre un gros client à lui, qui est Enron, a causé sa perte, tout simplement. Ne croyez pas qu'une chose, quand on fait quand on a des manquements à la loi ou des manquements, que ça va passer, que ça va passer inaperçu, hein. Ça se sait, ça se sait, quand ça se saura, ou ça se sait, ou ça va incessamment se savoir, ou ça se saura, et quand ça se saura, bien entendu, vous paierez le prix. Donc l'indépendance, ça veut dire quoi? Mon opinion, je l'aimais sans que je sois influencée ni par lien de parenté, ni par lien d'amitié, ni par intérêt quelconque. Je fais ce que j'ai à faire à partir des éléments objectifs dont je dispose. Et mon opinion va suivre un peu une trajectoire argumentaire, une trajectoire pardon, d'argumentation qui est justifiée et qui est réelle. Euh, Quelles sont les normes, deuxième type de normes, ce sont les normes qui sont applicables au travail de l'auditeur. C'est-à-dire ce qu'on appelle en fait dans le métier le respect des diligences minimales, hein. Je vais vous dire une formule que, que vous entendrez certainement si vous orientez vers le métier d'audit. On vous dira toujours, ou c'est plutôt vous qui sortirez cet argument, un auditeur n'a pas d'obligation de moyens, plutôt n'a pas une obligation de résultat, mais il a une obligation de moyens. Ça veut dire quoi? Moi, quand je décline ma mission d'audit, vous devez être critique. Si vous voulez remettre en cause ma manière de faire, ce n'est pas mon résultat que vous devez remettre en cause. Le fait que j'ai certifié sans réserve, dites, ah non, 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 ça vous devez, ou que je vous ai, si j'ai fait d'un ranking, d'un scoring et que je vous fais un score de A- ou quoi, et vous dites non, 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 nous on ne mérite pas A-, on mérite plus, enfin, on mérite pas B-, on mérite A+. Ben non, ça c'est un résultat. Si vous me dites, est-ce que je peux voir ma copie? Est-ce que je peux savoir comment vous avez corrigé? Ça, vous avez le droit de le savoir. Mais remettre en cause la note, non. Vous mettez en doute, vous êtes supposé, mais après, il faut répondre de votre doute, hein. S'il n'est pas fondé, s'il n'est pas justifié, l'autre personne a aussi un droit de riposte. Donc, on a un droit, plutôt, on a une obligation de, de moyens et non de résultats. J'emploie les moyens qu'il faut. Les moyens sont. J'ai été rigoureuse dans la trajectoire en fait de diagnostic, d'analyse, etc. Et au final, ça aboutit au résultat que ce qu'ils sont, hein. J'ai pas le droit de les remettre en cause, hein, parce que s'ils sont positifs, négatifs ou neutres, j'ai pas le droit de les remettre en cause. Par contre, ce que vous avez le droit de remettre en cause, c'est plutôt les moyens que l'auditeur, en l'occurrence moi-même, a employés pour arriver à ces résultats. Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il était objectif? Et comment il a procédé au niveau de l'échantillonnage? Est-ce que il a utilisé, il a pas mené d'observation, il a mené des observations, est-ce qu'il a mené des entretiens ou pas? Est-ce qu'il s'est limité simplement aux données secondaires comme celles dont on a parlé hier, ou il a poussé jusqu'aux données primaires, etc. Donc, ça, vous avez le droit. Alors maintenant, ces diligences minimales que l'auditeur doit respecter sont globalement au nombre de 4. La première, de manière sommative, c'est un nombre de 4. La première norme, c'est celle liée à la planification et à la supervision. En gros, je ne viens pas, je vous rencontre dans un café, vous me dites, écoutez, je ne savais pas que que vous aviez un cabinet d'expertise, j'aimerais bien que vous interveniez ou que vous menez des audits opérationnels. Moi, j'aimerais bien que vous menez un audit social au niveau de mon entreprise. Ok, d'accord. Bon, vous êtes mon camarade de promo, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, donc on prend ce café. Vous me proposez en fait d'intervenir dans votre entreprise. Du coup,
vous allez dire quoi? Supposons que je vous dise, OK, deal, donc demain on se voit à 8 heures dans votre entreprise et on commence le travail. Alors vous saurez d'emblée que je suis en train de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce que je dois faire en principe, c'est rentrer chez moi, aller le lendemain à mon cabinet, faire une réunion au niveau de mon équipe, voir dans mon tableau de commande qu'est-ce que j'ai comme missions qui sont en cours, combien j'ai d'auditeurs dans mon entreprise, dans mon cabinet, combien sont surprogrammés déjà, qui sont programmés déjà sur des missions, combien ne sont pas programmés, combien j'ai des personnes qui ont l'habitude de mener des audits sociaux, combien, voilà. Est-ce que si je trouve qu'il y en a, tous sont sur des missions en cours qui ne vont se terminer que le 15 du mois et que je n'ai que des auditeurs financiers qui n'ont pas l'expérience, je vais pas mener ma mission avec des débutants quand même en audit social. Donc, je fais quoi? Je vais commencer à planifier ma mission. En fonction de quoi? En fonction des disponibilités de ceux que je vais mettre dans la mission. Et là, on va parler de supervision. La supervision, c'est le qui va faire quoi, tout simplement. Donc, on a donc dans la planification, on va planifier comme ce qu'on fait dans toutes les autres actions de planification, dans toute entreprise, dans tout autre département. Et à quel moment je commence, par qui va faire ça, le qui va faire quoi, je vais faire telle activité de telle date à telle date, telle autre activité de telle date à telle date, je vais rendre le rapport préliminaire le 30 du mois, je vais mener les travaux de circularisation, c'est-à-dire je vais checker auprès des clients, des banques, etc., un certain nombre des partenaires, différentes informations, de telle date à telle date, et puis hop, livrable final le jour J du mois K 2021. Vous voyez? Donc ça s'appelle la planification. Alors la supervision, c'est qui va être dans la mission, tout simplement. Qui va être? Qui va être le superviseur? Qui va être l'auditeur junior qui va faire que le pointage? Qui va préparer les informations, préparer les données, etc., qui va être l'auditeur confirmé, qui va mener les analyses, etc., qui va être, j'ai parlé du superviseur, je peux l'appeler aussi manager, etc. Voilà donc pour ce qui est de la première norme qui est la planification supervision. S'agissant de la justification de l'opinion, depuis hier, j'arrête pas de vous répéter que c'est extrêmement important. En fait, ça, c'est pas très... la justification de l'opinion par des éléments objectifs. Hein. C'est-à-dire, quand vous dites que telle entreprise, les états financiers, par exemple, on est en finance, les états financiers de telle entreprise ne reproduisent pas l'image fidèle ou ne traduisent pas l'image fidèle de ce qui est vécu par cette entreprise. Alors, vous dites pas ça en passant et prenez ça pour argent comptant. C'est comme si on vous dit take it or leave it. C'est bon, hein, c'est ça ou voilà, c'est ça. C'est mon opinion, voilà ce que j'en pense et point barre. Et c'est pas discutable. Non, non, non. En fait, lorsque j'arrive à cette conclusion, je prépare tout un argumentaire en amont hein, pour dire étant donné tout ce qui a été dit, etc., etc., voilà, mon opinion est la suivante. D'accord? Donc, en fait, il y a tout un travail qui est mené en amont et qui est, je veux dire, pris dans un jeu d'argumentation extrêmement bien construit, qui, au final, même si, avant même moi que je dise la conclusion, vous qui lisiez le rapport, vous attendez à voir la conclusion du rapport parce que vous êtes complètement pris dans la trame d'argumentation et vous dites bah, j'aurais fait la même chose. Hein. Disons au vu des éléments qui viennent d'être déballés, l'opinion ne peut aller que dans ce sens-là.
Vous voyez? Donc, la justification de l'opinion, c'est extrêmement important. Et la justification des opinions par des éléments objectifs, pas par des broutilles, des racantards ou de Mathiudi ou des trucs comme ça. D'accord? C'est vraiment par des choses extrêmement bien construites, mais construites par un jeu d'argumentation basé sur des faits objectifs. Troisième élément extrêmement déterminant à mon avis, extrêmement déterminant, c'est ce qu'on appelle l'appréciation des sécurités en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les sécurités qui sont en place, c'est ce qu'on appelle en fait, dans le métier, on appelle ça le contrôle interne. C'est-à-dire, l'entreprise n'attend pas qu'un auditeur vienne l'auditer pour qu'elle puisse se contrôler elle-même. On vous dit ça, on vous l'a répété dès la première année, on vous a dit que le processus de management, c'est 4 activités, c'est la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. D'accord? Donc, tout processus est bouclé par le contrôle. Et dans ce contrôle, l'entreprise met en place des procédures, des dispositifs, des mécanismes qui lui permettent de se contrôler ou de contrôler ses process. Bien, pour savoir si elle est en train d'aller dans la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixés ou elle est en train de faire fausse route, tout simplement. Donc, on n'attend pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour nous contrôler. On s'autocontrôle soi-même et on met en place des mécanismes qui nous permettent d'assurer cet autocontrôle. Alors, c'est ce qu'on appelle le contrôle interne, comme je viens de le dire. Le contrôle interne, c'est qui est assuré par des mécanismes, des dispositions mis en place par l'entreprise elle-même. Alors, bien, quel est l'intérêt de parler de cette norme? L'intérêt de parler de cette norme vient du fait que une entreprise, quand je vais dans une entreprise, l'entreprise va juger la qualité de mon travail, est-ce qu'il est bon ou mauvais, mon professionnalisme, est-ce qu'il est là ou pas, en fonction disons, de ma capacité à capitaliser sur l'existant. C'est-à-dire, à partir de ce que l'entreprise a mis en place, comment je peux qualifier cet existant-là? Parce que la meilleure des façons, plutôt la plus facile des façons de faire, c'est de gommer et de reprendre à zéro. C'est de faire table rase de tout, مسح كل شيء بالقومه داك الشيء اللي دار وقول لونتربريز اجي شوف غدا غتصبحوا كتخدموا. Vous allez commencer à travailler autrement. Vous allez oh non, c'est fini, ce que vous faites depuis 10 ans, c'était du n'importe quoi. Là, à partir de la semaine prochaine, ça va être ceci, cela, etc. C'est qu'en fait, vous gommez 10 ans de manière de faire, 10 ans de réflexe, 10 ans de conditionnement. Vous croyez que ça va marcher? Vous croyez que les salariés vont suivre? Jamais. Vous allez, si votre... après, on reviendra sur votre client, au client en question. Mais en tout cas, sachez que la plus facile des façons de faire, c'est de dire à l'entreprise, écoutez, moi j'ai une solution toute faite, go même, aujourd'hui, je vous propose autre chose. Non. La plus professionnelle manière de faire, et la plus difficile aussi, c'est de rentrer, de bien intégrer, de bien digérer ce que l'entreprise faisait et de voir dans quelle mesure vos recommandations peuvent aider l'entreprise à qualifier cet existant, à le rendre encore de qualité, à l'améliorer, cet existant et donc à le développer, mais de l'intérieur. C'est-à-dire, vous ne dites pas tabula rasa et vous... Non. Vous capitalisez sur un existant et vous construisez sur cet existant pour le qualifier, pour le rendre de qualité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, que cette phase est importante, celle de l'appréciation des sécurités en place. Et vous pouvez vous-même reconnaître un auditeur professionnel d'un auditeur non professionnel rien qu'à travers cela. En tout cas, moi j'arrive à reconnaître, à un peu classer les profils d'auditeurs en fonction de ça. Quand ils partent sur des solutions un petit peu rêvées, ah oui, voilà comment ça devrait être, etc. Non.
Parce qu'après, vous allez rencontrer des problèmes au niveau de la mise en place. Supposons que l'entreprise vous dise, bah, écoutez, oui, c'est super ce que vous venez de proposer, mais on vous réembauche pour que vous mettiez en place ce que vous venez de proposer. Là, vous allez galérer parce que vous aurez des résistances, hein, parce que vous êtes en train de dire à l'entreprise, gommez toutes ces années et voilà, on va retravailler autrement. Il n'y a personne qui va vouloir faire ça. Il y aura des rejets systématiquement. Moi, j'en connais un paquet de cas de résistance au changement dans les entreprises parce que des solutions ont été proposées qui étaient extrêmement radicales et qui n'étaient pas sur cette formule de capitalisation de l'existant. Et puis, bien entendu, on passe à la rédaction du rapport quand on n'est pas dans une logique d'audit légal où il faut faire simplement des conclusions de certification. Donc, la rédaction d'un rapport, là, c'est toute une technique de rédaction. Ne croyez pas que les formules de style que je rencontre, en tout cas, moi, dans les développements qui sont envoyés par les étudiants, je me dis, mais ils ne seront jamais des consultants, ceux-là. Parce qu'il faut, il doit, il machin. Non, 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 non. On est sur un style extrêmement particulier. Des capacités rédactionnelles, vous devez en avoir. De très bonnes capacités rédactionnelles. Votre rapport doit être très bien construit. En plus d'être très bien construit, il faut qu'il soit aussi compréhensible par tout le monde. Vous devez avoir un rapport de synthèse pour le patron qui va vous lire, parce qu'il n'a pas le temps de lire 100 pages, 200 pages. Il a le temps de lire par contre 20 pages. Donc, vous devez avoir une formule de synthèse et une formule détaillée. Hein. Donc, un format détaillé et donc une version un peu plus sommative et synthétique. On reviendra sur les skills qu'il faut peut-être dans la foulée ou peut-être à un autre moment. En tout cas, je serai avec vous dans le deuxième semestre et peut-être, je vais voir, peut-être qu'on va essayer, même si on passe l'examen, on va essayer de faire deux séances de plus de l'audit parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la formation. Hein, l'examen, les limites, je m'en balance. C'est un test de connaissance pour moi. Vous devez connaître vos intérêts mieux que quiconque et vous devez, en conséquence, focaliser plus sur la formation que sur l'examen. Hein. Donc, on fera un test rapide genre QCM ou quelque chose de similaire pour valider le semestre. Et on passera en deuxième semestre, enfin en S3, puisque je vous vois en cours de psychosociologie des organisations, j'entamerai ce semestre, cette matière-là, avec quelques développements sur l'audit, peut-être, enfin on verra bien en présent, ça va se faire en présentiel, forcément, je vais voir qu'est-ce que je peux vous donner que je ne pouvais pas donner en distanciel. Voilà, donc voilà par rapport aux normes qui sont relatives aux travaux de l'auditeur. Alors, les normes maintenant qui sont applicables par l'auditeur. Machine à l'auditeur, mais par l'auditeur. Les normes comptables, alors les normes comptables, c'est-à-dire que lorsque, ça c'est bien sûr vous en doutez, ce sont des normes qui sont applicables à l'audit financier et comptable. Hein. Et les normes comptables, c'est le référentiel qui me permet de faire un travail donc de conformité, hein, donc de vérification de la conformité. Et donc, en fait, les normes comptables, ça peut être les normes comptables nationales. Ça dépend des États, comment ils ont été montés. Ce sont les normes comptables qui ont servi au montage des états financiers qui nous serviront un peu de référentiel d'audit. Donc, les normes comptables IAS, IFRS, US GAAP si je suis aux États-Unis, et les normes comptables nationales, le cas échéant, ou plutôt systématiquement pour beaucoup de PME. Et puis les normes d'audit, de toute façon, ces normes, elles sont révisibles chaque année. Vous allez trouver sur les sites de l'IFACI, de beaucoup de structures d'audit, beaucoup de fédérations professionnelles d'audit. Et donc, ce sont des normes codées, la norme N, machin, bidule, qui vous dit que, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment très spécifique au type d'audit fait que vous êtes en train de mener.
et chaque norme vous permet un petit peu d'introduire un référentiel auquel vous vous référez pour le test de conformité. Alors, quelles sont les responsabilités maintenant? On a vu des normes qui sont applicables à l'auditeur, des normes applicables dans le cadre de la mission d'audit et les normes applicables à l'auditeur lui-même. Maintenant, pour les responsabilités, la responsabilité civile de l'auditeur, elle est engagée en cas de fraude ou de négligence. Hein. Sachez qu'en principe, quand vous avez des manquements, ce pas des manquements qui passent inaperçus, ce sont des manquements qui sont punis, hein, parce que vous avez une responsabilité. Alors, si la négligence, à quel moment elle va apparaître? La négligence, elle va apparaître, rappelez-vous, lorsque je vous disais, vous n'avez pas une obligation de résultat, mais vous avez une obligation de moyens. Là, si on fait preuve, on a la preuve que vous n'avez pas employé les moyens qu'il faut, ou vous avez été négligent par rapport à certains moyens, là, et on arrive à le prouver qu'il y a danger à ne pas hein, vous l'avez fait par négligence, ça engage votre responsabilité civile. Mais à charge pour celui qui vous poursuit de prouver cela. La fraude, alors n'en parlons pas, parce que si vous êtes complaisant, ça a coûté à Arthur Andersen aux États-Unis de ne plus exercer aux États-Unis. C'est aussi simple que cela. Alors, la responsabilité pénale, elle est engagée lorsque vous véhiculez des informations mensongères, lorsque vous ne respectez pas le secret professionnel. Supposons que vous avez dans votre portefeuille des clients importants, etc. Vous êtes, avant de vous rendre à votre cabinet, vous prenez le petit-déj tous les jours avec des copains d'école, des copains d'enfance, et vous ne connaissez pas le client, il a traité avec un subordonné, un de vos collaborateurs. Le client est en train de prendre son café dans la table à côté de la vôtre, et vous êtes en train de raconter à vos copains d'enfance, vous leur racontez un petit peu la situation de l'entreprise. Vous dites, oh oui, on a un client, vous savez, telle entreprise qui produit les biscuits, machin, etc. Vous savez, qu'est-ce qu'elle a alors, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on a découvert dans ces camps. Et vous commencez à déballer. Alors, si je vous prends au fait, c'est votre responsabilité pénale qui est engagée. La responsabilité disciplinaire, c'est un peu le non-respect de la déontologie. Par exemple, il y a un client qui a signé un contrat avec un confrère à vous et vous l'avez démarché de manière je veux dire, pas très professionnelle, pas très, je veux dire, collégiale. Hein. Vous saviez que cette personne était cliente, qu'elle a signé il y a un mois, etc. Et vous avez été démarcher ce client-là. Là, c'est plutôt si le confrère arrive à prouver tout ça et que ce n'est pas justifié, que c'est juste simplement, je veux dire, un peu une voracité commerciale de votre part, ça va, vous allez le payer au niveau de vous allez être sanctionné par le Conseil de l'ordre. Tout ce qui est déontologique, c'est le Conseil de l'ordre qui le punit. Bien. Voilà par rapport. Alors tout ça, je vous laisserai découvrir. Je vous ai parlé. Donc oui. Oui. Donc là, l'audit interne, donc c'est une fonction récente, origine crise économique de 29 aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les entreprises, elles veulent savoir, indépendamment de l'intervention d'un externe, au quotidien, dans le cadre d'une approche volontariste, où est-ce qu'elles vont, etc., etc. La fonction, c'est une fonction qui est universelle, on la retrouve dans toutes les organisations. Je l'ai pas toutes dans les organisations, dans le sens je peux retrouver un audit interne dans une association, une grande association, dans une grande fondation.
Je ne peux la trouver dans une entreprise du secteur privé, société anonyme. Je peux la trouver dans un établissement public. C'est chic en colo, l'application de toutes les organisations. Parce que dans les petites, très petites entités, on n'a pas de service d'audit interne, forcément. Mais en fait, dans les catégories organisation, les typologies organisation, on peut la trouver autant dans l'association, autant chez les fondations, dans les mutuelles, dans les grandes entreprises, etc. Application à toutes les fonctions, c'est-à-dire que l'audit interne, c'est un audit qui porte sur toutes les fonctions de l'entreprise. L'audit interne, ça dépend un peu, je vous ai dit hier, qu'est-ce qui alimente l'audit interne? J'ai parlé alors, je vous repose la question. Qu'est-ce qui alimente l'audit interne? Quelles sont les sources qui me permettent d'alimenter mon carnet d'audit, mon carnet de mission dans l'audit interne? J'en ai parlé, j'ai parlé de trois exactement. De trois. Alors, je m'arrête un peu pour reprendre mon souffle et en même temps pour vérifier que vous n'êtes pas ailleurs. Hein. Vous me répondez, s'il vous plaît? D'accord, madame. Donc, j'ai dit qu'est-ce qui alimente l'audit interne. Est-ce que l'auditeur interne se réveille un matin et se dit « Ah tiens, le gars du service commercial ne m'a pas dit bonjour hier à la cafette, donc je vais l'auditer aujourd'hui. » C'est comme ça qu'il procède? Il se réfère sur l'objectivité et non pas la subjectivité. Oui, mais l'objectivité, concrètement? Ça, théoriquement, oui. Tout auditeur, il est sur des éléments objectifs. Il est sur l'objectivité. Tout auditeur, quel qu'il soit. L'auditeur interne doit faire attention à cela. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas attention, il risque de basculer dans la hiérarchie. On avait bien dit qu'il relève du staff, du conseil. Et j'ai dit hier qu'il y a 3 éléments au moins. Moi, j'ai cité juste 3 éléments, mais on peut en avoir d'autres. Mais j'ai cité les éléments les plus importants qui permettent d'alimenter le carnet d'audit de l'auditeur interne. Je n'ai cité 3 hier. La conclusion du contrôleur de gestion? Très bien. C'est-à-dire que le rapport du contrôle de gestion peut alimenter effectivement une source pour alimenter et orienter les missions de l'audit interne. C'est-à-dire le contrôle le contrôle de gestion va montrer qu'il y a des écarts répétitifs depuis, par exemple, ça fait 2 saisons que tel service, tel département n'atteint pas ses objectifs. Il y a des écarts négatifs de performance énormes depuis on va dire 2 années, moi je dis 2 saisons pour ne pas dire années successives, ou 3, ou etc. On se dit mince, c'est problématique, c'est pas conjoncturel, c'est pas voilà. Donc il faut que j'aille là-bas pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Alors première source. Deuxième source. La maîtrise des ressources. Pardon? La maîtrise des ressources. Non, pour l'audit interne, la maîtrise des ressources, non. Qu'est-ce que je vais auditer? Pourquoi Le plan d'audit. Non, le plan d'audit, c'est ça ce qu'il alimente. Mon plan d'audit, je le fixe, je l'arrête en fonction d'un certain nombre d'éléments que j'ai. Ces éléments me viennent soit du rapport de contrôle-gestion, comme l'a dit votre camarade, soit, et j'attends de vous écouter ou sur les autres sources. Madame, Oui, Madame, sur la base des recommandations d'administration. alors sur la base des recommandations du conseil d'administration, machine de l'administration. Sur la base, Oui, madame. j'avais parlé du conseil d'administration auquel j'appartiens moi-même. C'est-à-dire que nous, quand on a je suis dans 2 conseils d'administration, dont un des conseils d'administration, on se voit tous les 3 mois. Et à chaque fois qu'on se voit, on se dit, OK, vous nous faites le point, s'il vous plaît, et c'est le service d'audit interne qui fait, vous nous faites le point, s'il vous plaît, sur le suivi des recommandations du conseil d'administration. D'accord? Donc, les recommandations du conseil d'administration. Vous me citez le 3e point, s'il vous plaît?
madame? Peut-être les réclamations des clients? Ça peut faire l'objet d'inspection, pas d'audit. C'est différent. Et quand on a des cellules d'inspection, d'audit pour traiter les cas. Les orientations stratégiques de l'entreprise. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de traiter des problèmes. Il s'agit aussi de faire avancer, de faire propulser l'entreprise vers l'avant. Et pour la propulser vers l'avant, il faut qu'on sache où est-ce qu'elle veut aller. Donc, partant des orientations de l'entreprise, on essaie de voir, de faire le point. Est-ce qu'aujourd'hui, notre entreprise est suffisamment outillée pour aller de l'avant? Donc, c'est les orientations stratégiques de l'entreprise. D'accord? Donc, entre autres. Donc, ces éléments que je viens de citer, ces sources que je viens de citer, qu'on vient tous de citer, permettent en fait d'arrêter les activités d'audit interne et d'établir ce qu'on appelle le plan d'audit. Donc, le plan d'audit, un plan clear, où je dis, voilà, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, etc., etc. Pardon, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà ce que je vais faire et quand je vais le faire et par qui. D'accord? Et combien de temps ça va prendre et quel est le livrable et à qui je dois rendre compte, etc. Alors, les fondements de l'audit interne, ça c'est un fait. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'orientation stratégique, c'est ça un peu l'assistance au management. Les fondements de l'audit interne n'est pas là pour piéger. L'audit interne est là. D'ailleurs, tout audit n'est pas là pour piéger. L'audit interne, et c'est pour ça qu'on refuse de parler de contrôle, on parle plutôt d'examen critique. Il est là pour assurer ce qu'on appelle l'assistance au management. Et je vous ai parlé hier de son positionnement dans l'organigramme de l'entreprise. Il se positionne dans le staff de l'organigramme. Et donc, le fait qu'il se positionne dans le staff lui donne ce profil un peu de conseil, d'assistant au management. Donc, il n'a pas un pouvoir décisionnel, il a un pouvoir de conseil. D'accord? Et donc, il établit des situations, il établit des rapports, des états qui permettent un peu à l'entreprise de s'améliorer ou au management de s'améliorer. Et il fait tout ça sans jugement des hommes. Hein. Et je vous avais parlé, le gars qui ne m'a pas dit bonjour. En fait, sans jugement des hommes, ça veut dire sans qu'on passe à des choses personnelles. Ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas dit bonjour que je vais le lendemain venir vous auditer. Ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas dit bonjour que je chercherai à vous piéger et chercherai à montrer que votre service il est mal géré, etc. Et on fait ça en toute indépendance, c'est-à-dire sans que la direction générale nous dise ah non, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez le faire, et voilà ce que doivent être vos résultats. Donc, je fais tout ça en toute indépendance. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ça. Je vous laisserai le lire parce que c'est simplement des éléments de la littérature. Vous pouvez lire Renard, Raffio, etc. Mais quand même, je m'arrêterai sur ce point. L'audit interne, oui, les éléments de la littérature, je les survole rapidement. Hein. C'est pas la peine que je m'étende dessus. Néanmoins, quand il s'agira un peu d'un aspect en particulier sur lequel je devrais m'appesantir, je vais quand même l'évoquer un peu plus. Donc, Renard, il nous dit l'audit interne, c'est tout ce que devrait faire un responsable pour s'assurer de la bonne maîtrise de ses affaires, s'il en avait le temps et s'il savait comment s'y prendre. En fait, l'audit en général et l'audit interne en particulier, sachez que c'est comme une extension de ce que le manager du manager. C'est une extension du manager, mais une extension professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des skills, il y a des techniques, il y a on va dire des procédures, il y a un métier tout simplement que dont l'auditeur dispose, mais que le manager
enfin, dont le manager ne dispose pas. Ou tout simplement, peut-être que je peux avoir une formation en audit, je sais ce que c'est, que j'ai pratiqué, j'ai déjà travaillé dans un cabinet d'audit avant d'atterrir au niveau de la direction générale de cette entreprise, donc je connais le métier par cœur, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire l'audit, parce que c'est très chronophage, l'audit, ça prend beaucoup de temps. Collecter les données, établir, faire des recoupements qu'il faut, analyser, rédiger, etc. C'est un travail quand même extrêmement chronophage et prenant. Et ça me ramène à un truc très important. Peut-être que je l'évoque aujourd'hui dans l'audit interne, mais en fait, c'est plus valable dans l'audit en général. Parce que même dans l'audit interne, vous devriez considérer les départements, les fonctions que vous auditez comme étant vos clients. Ce sont des clients. Internes, certes, mais ce sont des clients. Moi, je me plais je trouve que c'est une très bonne manière d'exceller dans son travail, de faire un travail de bonne qualité, même dans le cadre d'une prestation que je fais en interne, dans le cadre de ma propre entreprise, je considère l'autre à qui j'adresse le travail, l'output de mon travail, comme étant un client. Et si je fais attention au rendu en matière de qualité, et si tout le monde fait pareil que moi, je veux dire, ça va qualifier l'ensemble. Ça va se traduire par une performance globale intéressante. Alors, sachez que dans toute situation l'audit, notamment externe, votre client, ou un client, un auditeur, vous êtes auditeur externe, j'ai une mission d'une entreprise, quelle que soit la nature de la mission, qu'elle relève d'audit opérationnel, qu'elle relève d'audit financier ou comptable. Vous devez considérer vous dire la chose suivante, c'est que votre client, il connaît son problème. Votre client sait qu'est-ce qui ne marche pas dans son entreprise, dans sa fonction, dans son organisation globalement. Et il le sait. Et donc, ne cherchez pas à le bluffer, ne cherchez pas à le tromper. Parce que même s'il est illettré, ce qu'on appelle nous communément au Maroc, même si c'est quelqu'un, il donne l'impression d'être simplement un gars qui sait faire de l'argent sans qu'il soit bien éduqué en matière de connaissances, s'entend. Même si c'est le cas, sachez que c'est un monsieur ou une nana qui connaissent très 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 bien leur entreprise et qu'ils connaissent exactement leurs problèmes. Et ils ont simplement fait appel à vous pour avoir un avis externe, quelqu'un qui va les conforter dans leur opinion première, quelqu'un qui va, sans qu'il les conditionne, c'est quelqu'un qui va dire ah oui, c'est plutôt oui, bah, il a vu juste, tiens, c'est un bon auditeur. Ça, il vous dira pas lui quel est son ressenti par rapport au problème ou quelle est la solution qu'il envisage. Il vous laissera faire. Et il vous laissera. Et si vous faites, vous êtes très gamin et vous dites ah ouais, ce gars, regarde comment il est habillé. Il ne s'y connaît pas. Tiens, moi j'ai fait une école de management, j'ai fait des études supérieures, etc. Moi j'en sais mieux que lui, etc. Ben non, il va vous laisser, il va rigoler en interne, il va rigoler en son fin fond en se disant mais qu'est-ce qu'il est étourdi quoi. Donc ne croyez pas que ceux qui vous embauchent pour faire un travail ne savent pas qu'est-ce qu'il y a à faire, ne savent pas quel est le problème, ne savent pas comment le solutionner. Ils ont simplement besoin de quelqu'un qui va les conforter dans leurs croyances. Voilà, c'est tout. Alors, je ne reviendrai pas sur ça. Qu'est-ce que l'audit interne, etc., etc. Et j'en viens au contrôle interne. Alors, le contrôle interne, la finalité de l'audit interne, c'est d'abord l'appréciation, comme je l'ai dit, des sécurités mises en place. Le contrôle interne, j'en ai parlé tout à l'heure. Le contrôle interne, c'est en fait tout ce qui a été fait, mis en place par l'entreprise pour sécuriser ses actifs, pour sécuriser son entreprise. Je reviendrai sur la sécurisation des actifs tout à l'heure.
Donc, l'audit interne, c'est une fonction d'investigation et d'appréciation du contrôle interne, exercée de façon périodique au sein de l'organisation pour aider les responsables à tous les niveaux à mieux maîtriser leurs activités dans cette optique d'assistance au management. Bien. Je vous pose une question, je vous laisserai réfléchir 2 minutes et le temps que je reprenne mon souffle et on va continuer. 2 minutes pour penser, pour me donner une réponse. Quelle est la différence entre le contrôle interne et l'audit interne? Réfléchissez 2 minutes avant de me répondre. Alors, est-ce que vous avez des réponses?
madame, s'il vous plaît. Oui. Donc, madame, lorsqu'on parle de contrôle interne, c'est un système comprenant un environnement, des procédures de contrôle qui aident l'organisation à atteindre ses objectifs. Mais lorsqu'on parle de l'audit interne, c'est une fonction qui fournit une assurance indépendante et objective que le système de contrôle interne soit efficace. Voilà, c'est ça la différence entre le contrôle interne et l'audit interne. De manière plus on va dire, plus terre à terre. Je vous demande de le dire en 2 mots. Enfin, 2 mots pour chacun. Sans donner des définitions, mais de comprendre. Moi, j'ai envie que vous compreniez la réalité de la chose. Madame, le contrôle interne, c'est comme des procédures à l'entreprise, des procédures de contrôle qui aident l'organisation pour atteindre des objectifs. Donc, Par conséquent, l'audit interne, c'est une fonction qui fournit une assurance indépendante. vous répétez une définition. أنا ما كيهمونيش les définitions. خصني concrètement شي حد اللي ما غيفهمش les définitions, ما كيفهمش مزيان, ما كيفهمش les textes élaborés. Il a besoin juste de savoir مثلا le contrôle ont des choses, enfin, parce que les définitions élaborées, c'est pas ça ce que je recherche. Moi, je veux que vous me disiez la différence entre le contrôle interne, ou تعطوني des exemples aussi, et l'audit interne. Madame, Oui, allez-y. le contrôle interne est établi pour mesurer les différentes tâches de l'entreprise. C'est le contraire que l'audit interne permet de vérifier une fois le travail terminé. Non. Mais j'aime bien le fait que vous avez essayé de faire court et de faire dans le langage simple. Mais c'est pas ça. Madame, Madame, lorsqu'on parle de l'audit interne, on parle de processus. Comme tu vas dire hier, un processus de recrutement, par exemple, afin de fournir des conseils. Et lorsqu'on parle de contrôle, on parle sur des analyses des résultats afin de fournir des moyens de sécurité. Par exemple, l'analyse des états de synthèse, par exemple, dans le domaine de finance. Non. Enfin, il y a des éléments qui sont OK, d'autres pas. Mais c'est pas ça réellement. Pour l'interne est pour Madame, on peut considérer le contrôle interne comme un dispositif. Et l'audit interne est un outil de dispositif de contrôle interne. لا العكس. Madame, Fonction de l'entreprise. OK, allez-y. on peut considérer que le contrôle interne est mis en place de façon continue par les parties prenantes pour faciliter le suivi et coordonner au quotidien. Et Madame, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Et pour l'audit interne, c'est mis en œuvre par des professionnels indépendants pour fournir des conseils ou bien une assurance. Bon, il y a c'est comme pour la première définition, que dans votre, il y a un petit peu ça véhicule quelques petites incompréhensions. Alors, pour faire court, le contrôle interne, je l'expliquais hier, le contrôle interne fait partie du management. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à l'audit interne. On a dit que l'audit interne apporte l'assistance au management. Il assiste le management. Mais le contrôle interne fait partie du management. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? Un processus de management commence par la planification et est bouclé par le contrôle. D'accord? Et le contrôle est un souci permanent du management. Donc, le contrôle interne, ce sont tous les dispositifs, vous l'avez dit, qui sont mis en place
Ça peut être des procédures, comme ça a été dit dans la première définition. Ça peut être aussi un organigramme. Vous savez qu'un des éléments du contrôle interne, c'est la supervision directe. Être contrôlé par un supérieur, ça relève du contrôle interne. Donc, ça peut être des mécanismes procéduraux ou des mécanismes organisationnels, donc de l'ordre qui vont apparaître au niveau de l'organigramme, qui permettent en fait à l'entreprise d'avancer dans une logique de protection des actifs. Parce que pourquoi on met le contrôle interne? C'est essentiellement pour protéger les actifs. Protéger les actifs. Vous savez que vous connaissez ce que c'est qu'un bilan. Un bilan est constitué par les actifs et il est constitué par les passifs. Qu'est-ce que l'entreprise a et ce dont il dispose et qui est sa vraie propriété? Ce sont les actifs. Les actifs, ils servent à quoi? Je vous pose la question. Les actifs. Le patrimoine de l'organisation. Hein? Le patrimoine, dites-moi ça en des termes plus concrets. C'est effectivement Qu'elle possède l'entreprise. Qu'est-ce que dispose l'entreprise? Qu'elle possède l'entreprise. C'est vraiment la propriété de l'entreprise. Ça lui sert à quoi? Ses emplois, madame? Non. Les emplois. Ses ressources. Ses ressources. Les ressources, madame. Mobilisation et Pardon, qu'est-ce que vous avez dit en dernier là? J'ai pas entendu la dernière personne qui a parlé. Madame, c'est immobilisation. Les actifs, vous savez, quand vous allez prendre un crédit, ils vous demandent quoi? Des garanties. Voilà. Où est-ce que l'actif, il me sert d'avoir des garanties réelles. Absolument. Donc, l'actif, c'est non seulement un patrimoine important pour l'entreprise, pour ce qu'il est, pour sa valeur vénale, c'est-à-dire je peux vendre un actif et avoir de l'argent, mais également c'est un patrimoine qui me permet de drainer d'autres et de pouvoir disposer de fonds auprès des bailleurs de fonds, auprès des banques, etc. Donc, l'actif est précieux. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que l'actif est précieux. L'actif doit être protégé. Et le fait de dire « je ne manipule pas l'espèce dans mon entreprise », et le fait d'avoir un coffre-fort, vous imaginez, le fait d'avoir un coffre-fort, ça relève du contrôle interne. Le fait d'avoir un coffre-fort en fer, un coffre-fort qui est bien blindé, c'est un dispositif de contrôle interne. Ça veut dire votre actif, caisse, est bien sécurisé. D'accord? Le fait que pour qu'un chèque soit utilisé, ait de la valeur, il faut qu'il soit signé par 2 personnes au sein de l'entreprise, c'est un mécanisme de contrôle interne. C'est une procédure. Le fait que la marchandise ne peut sortir qu'accompagnée d'un bon de livraison, signé par qui, vérifié par machin, etc. Que le produit, la matière première qui rentre soit contrôlée par une personne, doit faire l'objet d'un inventaire, d'un contrôle qualité par une autre personne, d'un inventaire par une personne différente, etc. Et le fait que ce soit des personnes différentes, ça relève du contrôle interne. Le fait que mon travail, je ne peux pas être celui qui déclenche une commande et celui qui la réceptionne, hein, ce non-cumul de fonctions, ça relève du contrôle interne. Mais pourquoi le contrôle interne? Ça relève du management et il est mis en place pour pouvoir mettre toutes les sécurités en place pour sécuriser essentiellement les actifs de l'entreprise et pour permettre la bonne marche de l'entreprise. Et beaucoup d'entre vous ont évoqué cette question de bonne marche. Alors que l'audit interne, il vient beaucoup plus tard, a posteriori, quand les problèmes se sont déclarés ou quand on veut aller encore plus d'avant sur certaines choses. Monsieur, il peut.
il doit porter sur le contrôle interne. Rappelez-vous, les normes, la norme, l'appréciation des sécurités en place. Ce n'était pas une norme gratuite. C'est pas une norme qui s'applique qu'à l'audit externe, ça s'applique à l'audit interne. L'appréciation des sécurités en place, ça veut dire tout simplement savoir est-ce que les mécanismes de contrôle interne qui existent aujourd'hui au sein de l'entreprise permettent d'assurer cette sécurisation dont on a parlé ou pas. Et si il y a une défaillance du contrôle interne, bah, simplement on fait des recommandations pour qu'il y ait des pistes d'amélioration. D'accord? Voilà ce que c'est que le contrôle interne, voilà les différences que ça a avec l'audit interne. Donc, ensemble des sécurités, etc., la protection du patrimoine, de la qualité de l'information, l'application des instruments. J'en passe et j'en passe et j'en passe. Tout ça, on l'a vu. Voilà, donc les objectifs du contrôle interne, c'est la sécurité des actifs. Ça, on l'a bien expliqué. La qualité des informations, il faut que quand une information... ça, c'est à fond dans le management, c'est-à-dire qu'on a des flux réels, on a des flux financiers et on a des flux informationnels. Et il faut que les flux informationnels soient de qualité, qui traduisent un peu ce qui se passe au niveau des flux réels, des flux financiers. Le respect des directives du management, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, la planification, etc., les éléments qui relèvent de la stratégie qui ont été traduits sous forme disons, de directives, est-ce qu'ils sont respectés ou pas. Ils permettent aussi une optimisation de la gestion des ressources, puisque on fait en sorte à ce que, par exemple, il n'y ait pas de fraude. Le fait de ne pas avoir des fraudes, c'est une manière d'optimiser. Supposons que vous avez quelqu'un qui est au niveau des stocks, des magasins, le type qui est au niveau des magasins, c'est lui qui signe les bons de livraison, c'est lui qui signe, qui fait l'inventaire, c'est lui qui fait tout. Donc, il a un cumul de fonctions. Les ressources qui sont à sa disposition sont des ressources qui sont problématiques, enfin, qui sont plutôt mises en danger. S'il n'est pas honnête, c'est une personne qui va frauder. Donc, voilà, donc c'est un problème. Autre chose, je peux, par exemple, avoir quelqu'un qui fait... dans l'ordonnancement des commandes, etc. Donc, il lance, pour qu'il calcule, je suis dans par exemple, une chaîne, enfin, une entreprise, une branche de bonneterie, une entreprise de bonneterie, la Grosse Maille, par exemple, on produit des pullovers. Dans une commande, on se dit, il calcule un peu, il se dit quelle est la matière première donc il fait ses calculs, il a une drôle manière de calculer, on lui fait confiance, et hop, on se retrouve avec des commandes dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est trompé ou la manière avec laquelle il calcule. Donc, s'il y avait une autre personne qui, de l'autre côté, révisait un peu à côté, etc., dans une démarche de supervision ou de co-contrôle mutuel, ce mécanisme pourrait, par exemple, nous permettre d'optimiser les ressources et de commander des matières premières dont on a besoin seulement et non pas de faire des excès. Donc, la démarche générale du contrôle interne, donc l'appréciation des préalables, on en parlait, qu'est-ce qu'il y a comme existant. Donc, quand je vais apprécier le contrôle interne, j'apprécie donc, plutôt la démarche générale du contrôle interne, j'apprécie l'existant. D'ailleurs, l'audit interne, contrôle interne, l'audit en général, au flux contrôle interne, j'apprécie l'existant. D'ailleurs, partons dès que la réflexion que j'ai émise tout à l'heure, relativement au fait qu'on ne réinvente pas la roue. Il faut pas, la plus simple des solutions serait de faire la table rase de tout et de rectifier, de proposer des choses au plus neuf. C'est pas la meilleure des stratégies. En tout cas, c'est pas ce qui sera apprécié par votre client ni par votre entreprise. Il faut toujours apprécier les préalables. Il faut toujours qualifier l'existant, partir de l'existant, essayer de voir dans quelle mesure il y a des choses à redresser, qu'on peut redresser. Mais si vous partez sur des solutions en neuf, vous risquez d'avoir des résistances au niveau de l'entreprise, de ne pas appliquer ce que vous avez envie d'appliquer, les améliorations. Donc faites très attention. Des fois, vous pouvez vous piéger vous-même. Vous commencez à émettre plein de solutions de changement, hein, et au final, l'entreprise vous dit « Ok, super, tout ce que vous avez proposé est génial », mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous réembauche pour que vous puissiez mettre en œuvre cette solution que vous avez proposée. Là, à ce moment-là, quoi, vous allez faire quoi?
Vous n'allez pas vous prendre, enfin, c'est pas bien pour votre réputation de larguer cette mission, de partir. Donc, faites très attention, partez sur des choses qui sont des pistes qui sont praticables, des pistes qui sont pertinentes, mais dont la réalisation, elle est possible. Identification des dispositifs spécifiques, c'est-à-dire, en fait, il faut bien connaître, je vous parle à chaque fois de la professionnalisation qui est permise par ce métier, parce que vous commencez en fait à savoir en quoi consiste le métier. Je découpe l'activité, je découpe bien, je parcellise la chaîne de valeur, le business model, la chaîne de valeur, les activités de la chaîne de valeur. J'identifie, j'évalue les risques, à quel niveau j'identifie les dispositifs de contrôle interne et j'essaie de voir, voilà, des fois et je schématise dans toute cette histoire. Je ne fais pas ça avec du texte, avec de la littérature. Plus je schématise et mieux je vois où se situent les manquements, où se situent les imperfections et ça me permettra de qualifier les dispositifs existants et de voir qu'est-ce que je peux proposer, que je peux greffer à cet existant. Et puis au final, je fais quoi? Je valide la cohérence globale. J'essaie de voir si cette machine, enfin avec, y compris les dispositifs que je viens de proposer, est-ce que tout marche bien ensemble ou il y a une proposition qui ne colle pas avec des choses qui existent déjà? Parce que c'est redondant, parce que ça va créer, enfin, si je prends en considération que la solution technique, c'est bien, mais j'ai zappé le fait que bon, les systèmes d'animation peuvent être, ou le management au sein de cette entreprise peut se trouver en confrontation parce qu'il y a un chevauchement de certaines activités entre deux départements. Voilà, donc il faut vraiment voir est-ce que ça couine pas quelque part et dans quelle mesure s'il y a un couinement de savoir où est-ce qu'il se situe et comment je peux le régler. Donc, procédure à mettre en place. Donc, pourquoi oui, j'ai parlé tout à l'heure de la faisabilité. Chaque fois quand je parle de faisabilité, je reste sur la démarche technique, mais j'oublie en fait que des fois, je peux partir sur des solutions extrêmement coûteuses à l'entreprise, alors que quand je qualifie l'existant, je fais des économies. Voilà pourquoi une solution tabula rasa du passé et je rectifie, je remplace par tout du neuf, ça peut être ajouté par l'entreprise, non pas seulement parce qu'il y a de la résistance au changement, mais parce que aussi c'est très coûteux. Et alors qu'une solution dans laquelle je m'appuie simplement sur une qualification de l'existant peut s'avérer beaucoup moins coûteuse. Donc, garantir un minimum de qualité de la prestation, déceler les anomalies de fonctionnement, tout ça à faire en gardant en tête quel est le coût engagé par le contrôle et les dispositifs qui sont proposés. Alors, comment se manifeste ce contrôle interne? Il se manifeste à travers trois éléments. La séparation des tâches, tout à l'heure, je parlais de cumul des tâches, donc c'est un risque. Quelqu'un qui réceptionne la marchandise et qui en même temps, c'est lui qui en fait l'inventaire. C'est lui qui signe les bons de sortie, bons d'entrée au niveau du magasin et c'est lui qui fait l'inventaire à la fin de l'année. Ça, c'est un cumul de fonctions. Ça craint. Lorsque ce cumul de fonctions se retrouve entre les mains de personnes qui sont malhonnêtes, ça peut être une tentative de fraude. Ça peut créer une tentative de fraude et ça peut enclencher une fraude. Ça peut être de la supervision, donc le mécanisme de contrôle interne, le dispositif de contrôle interne peut prendre la forme d'un mécanisme de supervision, c'est-à-dire vous faites contrôler par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est dans l'organigramme. Tout à l'heure, j'ai parlé donc des solutions, en fait, des mécanismes de contrôle interne qui apparaissent dans le cadre de l'organigramme de l'entreprise. Et puis, la conservation des actifs, c'est un peu l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure relativement à la caisse qui est gardée dans un coffre-fort. Voilà. Je m'arrêterai ici parce que je parle beaucoup et donc je vais ménager mes cordes vocales et je vais donc prendre vos questions si vous en avez. Vos questions, s'il vous plaît. Des questions?
Des questions? Vous êtes là ou moi? Oui, madame. Bien. Des questions ou pas? Pas de questions. OK. Donc, et de se voir, vous allez, s'il vous plaît, potasser tout ce que je vous ai donné. D'accord? On va essayer de passer à des choses qui relèvent de l'audit social la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, je vous propose la chose suivante. On se voit le mercredi, Inch'Allah, en fin de journée. D'accord? Le mercredi prochain. Probablement aussi le jeudi. On fait un petit quiz le samedi matin. D'accord? Un petit quiz le samedi matin. Et donc, on se donne rendez-vous en présentiel à la marge du cours de psychosociologie des organisations pour éventuellement traiter une étude de cas. Voilà. Et le quiz portera sur les connaissances que vous n'avez, enfin, ce que j'ai expliqué ici dans ce cours en distanciel sur la base du document, donc la trace écrite que vous avez, et une autre trace écrite que je vous remettrai en relation avec, direct avec l'audit social. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez, entre-temps, vous avez pensé à des questions, donc je suis là à votre écoute. Pas de questions? Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire au revoir. Et donc, à mercredi prochain, Inch'Allah, je vous indiquerai l'heure. D'accord. Merci, madame. D'accord, madame. Au revoir, moi. Au revoir.